prêt? Ça va? Il faudra faire attention à l'heure. Hein. Oui. Donc on a 30 minutes. Oui, 30 minutes. 30 minutes. Je suis désolée. Oui. D'accord. Ok, allons-y. 25 minutes. 23 minutes, merci. Comme ça, on sait déjà le compteur. Donc, merci. Merci Nathalie Anna pour avoir accepté notre entretien. Nous sommes journalistes japonais et puis le Radio Tongosa. Voilà. Enchantée. Enchanté. Et nous avons bien entendu votre message, vos opinions politiques. Puis nous avons plusieurs questions à vous donner, à vous poser. Et donc par rapport à ce que vous avez exposé à votre séance, nous avons bien entendu plusieurs points. La crise et la insécurité internationale. Concernant par exemple l'Iran, issu de problèmes nucléaires iraniens, la retraite américaine, et puis relocalisation de l'ambassade d'Israël. Et puis troisième point, l'attaque par les Américains sur Syrie. Et puis après, plusieurs points sur la question qui se traite de la Russie et de la Chine. Est-ce que pourriez-vous nous raconter encore un peu plus de résumer un peu quels points puissent être adressés à des ouvriers et des capitalistes en Asie? Et surtout le Japon, le Corée, la Chine. Ce n'est pas une situation que je connais très bien, en particulier au Japon. C'est vrai que je ne connais pas très bien la situation. Maintenant, je sais qu'il y a aussi une classe ouvrière importante, puissante, qui, y compris s'est manifestée à certaines périodes. Là, j'ai parlé effectivement de la révolte étudiante en 68, hein, et je sais aussi qu'il y a eu, après la révolution russe, y compris au Japon, la création d'un parti communiste qui est resté finalement assez faible, mais qui a existé. Donc, malgré le fait que je ne connaisse pas très bien le Japon, la situation des travailleurs au Japon, je sais que le monde du travail est confronté en fait au même mécanisme d'exploitation et finalement aux mêmes problèmes matériels et politiques que les travailleurs d'ici. Dans le monde entier, comme vous avez exposé dans la séance, décalage de déviation de la richesse en partie la pauvreté et la riche sont tellement décalés. Donc comment vous pensez que cette décalation de la richesse en partie un pourcentage de population possède 89% de richesse? Comment lutter contre ça? Oui, puisque même l'ONG Oxfam a expliqué que 8 personnes possédaient autant que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire les plus riches du monde possédaient autant que 3,5 milliards de femmes et d'hommes. Donc c'est un fossé qui sépare en réalité deux mondes. Et nous, ce que nous dénonçons, c'est à la fois cette richesse incroyable, même inimaginable pour nous, qui s'accumule à un pôle, bien sûr, ce sont ces inégalités. Mais c'est surtout le fait que cela donne aux possesseurs de ces capitaux et de ces richesses le pouvoir de décider et de prendre des décisions qui engagent finalement l'ensemble de l'humanité. Parce que quand ces grands groupes capitalistes décident de produire telle ou telle chose, d'investir dans tel ou tel secteur ou de ne pas le faire, ou de supprimer des emplois, ou de délocaliser, ou eh bien, ils prennent des décisions qui en fait engagent des millions de femmes et d'hommes. Et nous, ce que nous observons, c'est que finalement ceux qui dirigent cette société capitaliste, ceux qui en sont les maîtres, non seulement ils s'accaparent les fruits du travail de l'ensemble de la classe ouvrière, et on peut dire à l'échelle mondiale, hein, mais en plus, ils
leur direction, hein, leur façon de diriger la société nous emmène tout droit dans le mur. Parce qu'on voit aussi que ce système capitaliste, certes, il permet la prospérité d'une minorité, mais régulièrement, hein, il est confronté à des crises, à des effondrements même financiers, bancaires, si vous regardez, qui sont de plus en plus répétés, de plus en plus proches même dans le temps et de plus en plus graves parce qu'en fait ils entraînent effectivement des masses colossales de capitaux qui sont interpénétrés d'un pays à l'autre. Donc pour nous, le danger, il est là. Il n'est pas seulement dans le creusement des inégalités, mais il est aussi dans le fait qu'il y a une minorité capitaliste qui prend des décisions. Et ces décisions, elles engagent non seulement toute l'humanité, mais en fait, elles engagent même l'avenir de la planète. Et ça nous paraît être d'ailleurs une aberration. Une aberration de voir que à la fois ces richesses, nous les produisons collectivement, que aucune des richesses que nous utilisons au quotidien n'est fabriquée par un salarié, 10, mais par en fait une grande chaîne de travailleurs. Parce que ce sont ceux qui produisent les matières premières, ce sont ceux qui extraient les minerais, ce sont ceux qui produisent les produits semi-finis. Et ça c'est vrai, c'est fait aux quatre coins de la planète par des ouvriers. Je me souviens, quand il y avait eu Fukushima, la catastrophe de Fukushima au Japon, je me souviens que ça avait bloqué l'usine de Peugeot Citroën dans la région parce qu'ils utilisent des toutes petites rondelles mais qui étaient fabriquées exclusivement dans une usine au Japon. Et en fait, il y avait eu un embargo posé sur ces produits car ils étaient suspectés d'être contaminés. Donc vous voyez que c'était assez symbolique de la grande chaîne que nous formons, nous les travailleurs. Alors, le capitalisme a poussé finalement les travailleurs du monde entier à travailler ensemble, à être interdépendants les uns des autres, à former une grande chaîne, et en même temps, il hérisse des frontières, il met des murs, il empêche les travailleurs de circuler, il exclut les immigrés. Enfin, et ça aussi, ça fait partie d'une contradiction. Et puis, cette contradiction qu'à la fois on produit de façon de plus en plus collective les richesses, mais c'est toujours une petite minorité qui prend toutes les décisions et celles les plus importantes. Alors nous revenons encore une fois sur la question nucléaire. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, le nucléaire au Japon et puis le nord de Corée, et c'est certainement lié par le but international. Et puis la question nucléaire, l'accord de retraite des administrations américaines, l'accord d'Iran nucléaire. Comment est-ce que vous pensez de cet enchaînement? D'abord, nous, sur cette histoire du nucléaire et de la bombe nucléaire, nous avons toujours trouvé assez révoltant que des puissances qui possèdent la bombe atomique, qui en ont été les premières et qui en ont fait usage, comme les États-Unis sur le Japon, c'est quand même la seule puissance qui en a fait usage, avec la catastrophe que ça a été et dont les conséquences ne sont même pas encore terminées aujourd'hui, pas encore, puisque je sais qu'il y a encore des millions de femmes et d'hommes qui en pâtissent, qui en souffrent. Eh bien, nous avons toujours été révoltés de les entendre donner des leçons et expliquer au monde entier qu'elles pouvaient avoir l'arme atomique, mais que les autres ne pouvaient pas l'avoir. C'est assez significatif d'une vision du monde. Une vision du monde où finalement les pays les plus puissants, les plus riches, s'octroient des droits que les autres ne doivent pas avoir. Et c'est significatif, de cette société capitaliste où les grandes puissances s'érigent en gendarmes du monde, et veulent rester maîtres de ces armes. Donc nous avons toujours quand même démasqué cette hypocrisie sur toute cette discussion sur le nucléaire militaire. Bon, maintenant, évidemment, nous aspirons à un monde de paix, à un monde sans armes, évidemment. Mais ça, nous savons très bien que ça va nécessiter de renverser le capitalisme, parce que effectivement, eux, ils sont prêts à les utiliser, ces armes.
Et pour revenir sur Nagasaki et Hiroshima, hein, nous sommes de ceux qui avons toujours dénoncé évidemment cela parce qu'on a bien vu l'usage que les États-Unis voulaient en faire. C'était une façon de terroriser la population, hein, de dire eh ben voilà, c'est nous qui dominons bel et bien, et ils l'ont fait pour que les peuples, hein, pour que tous les peuples de la planète le sentent, le mesurent. Hein. Nous sommes les maîtres du monde. Voilà ce qu'ont signifié ces bombes. Parce que du point de vue militaire et du point de vue des exigences de la guerre, il n'y a pas de justification possible. Alors, ensuite, nous suivrons la question d'attaque américaine sur Syrie et puis l'intervention par la France en Centrafrique et le Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je l'ai beaucoup dit, mais nous dénonçons, nous, cette présence des pays impérialistes en Afrique et au Moyen-Orient. Le malheur de ces peuples, c'est pas tellement ce qu'ils sont, c'est pas leur religion, c'est pas leur origine, c'est pas le malheur des peuples du Moyen-Orient ou de certaines régions d'Afrique, c'est qu'ils sont nés sur une terre riche en pétrole, ou alors riche en minerais, ou alors riche en matières premières convoitées par les puissances impérialistes. Et c'est ça leur malheur à ces peuples, parce qu'en réalité, ce sont des régions que se sont disputées les puissances impérialistes, et elles ont fomenté, combien de guerres pour se les accaparer. Donc nous, aujourd'hui, nous pensons qu'à chaque fois que l'impérialisme intervient, certes, il nous explique toujours qu'il le fait pour le bien des populations locales, qu'il le fait pour que les peuples ne s'entre-déchirent pas. C'est toujours pour cela. La réalité, c'est que c'est toujours pour préserver l'influence de leur bourgeoisie et de leur groupe capitaliste dans la région. Et c'est vrai pour la France au Mali, c'est vrai pour la France au Rwanda. Alors parfois, ce n'est pas forcément des intérêts matériels, des richesses directement, mais c'est une influence. Ce sont des réseaux, c'est une forme de pouvoir qu'ils conservent. En France, un général, je crois, de l'armée française a écrit ses mémoires quant à sa participation au Rwanda, à l'opération qui consistait soi-disant à protéger les habitants, alors qu'en fait, l'armée française a donné son soutien aux génocidaires Hutus et a participé à les exfiltrer du théâtre de guerre. Et à chaque fois, on nous a vendu l'opération comme la France capable de pacifier la situation, de finalement créer moins de façons de limiter l'engrenage sanglant, etc. Tout ça, à chaque fois, on se rend compte que c'est pour finalement obtenir l'assentiment de la population. Mais il y a toujours, en réalité, les intérêts de l'État français qui se cachent derrière, ou alors ceux de Bolloré, qui est un des maîtres français de l'Afrique. Alors moi j'avais une question. Demain c'est la mobilisation des manifestations avec les étudiants, les cheminots, j'oublie pas la marée qu'ils annoncent, la manifestation de samedi. Moi je voulais en fait savoir qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette manifestation qui va se dérouler demain en fait. C'est vrai que en France, depuis 2 mois, il y a un climat social qui évolue parce qu'il y a une grève de cheminots qui dure, qui monte des travailleurs qui renouent avec l'action collective, et je pense que ça conforte beaucoup de salariés du privé et du public à exprimer leurs intérêts et leurs revendications. Donc moi j'espère que cette manifestation va être nombreuse et que le gouvernement va comprendre que justement il est confronté à une colère qui est en train de se développer, qui est en train de se répandre, et il est en train de préparer avec cette politique anti-ouvrière et cynique, il est en train de préparer la réaction ouvrière qu'il
qu'il craint. Voilà. Donc moi j'espère, et nous participons dans ces manifestations dans ce sens-là pour qu'elles soient le plus nombreuses possible et le plus massives possible. Donc demain, vous serez à la manifestation? Oui, bien sûr. Demain, je serai à la manifestation. C'est la question de tous les journalistes, poser la question. Bien sûr, demain, je serai à la manifestation. Et je voulais savoir aussi la dette de la SNCF. On se pose la question comment ça va se faire rembourser. La dette de la SNCF, c'est un, comment dire, non, c'est une façon un peu de ne pas parler comment dire, c'est une façon pour le gouvernement de faire croire qu'il lâche un certain nombre de choses sans rien lâcher de ce qui est important pour les cheminots. Parce que cette dette, ce n'est pas les cheminots qui en sont les responsables, ce ne sont pas eux qui l'ont faite, 30 milliards ou 50 milliards, je ne me souviens pas, mais dans tous les cas, les cheminots, ils n'y sont pour rien. Il n'y a aucune raison qu'ils acceptent des sacrifices sur leurs conditions de travail ou sur leur statut au prétexte que le gouvernement reprendrait une partie de la dette des cheminots. Ça, c'est une façon, effectivement, de les enfumer. Beaucoup de cheminots, d'ailleurs, sont conscients de la manœuvre et j'espère bien qu'ils ne tomberont pas dedans. Et les blocages des étudiants qui bloquent la fac? D'abord, il y a un mouvement des étudiants contre la sélection à la faculté qui est tout à fait légitime, parce que cette sélection, eh bien, c'est un recul, encore une fois, mais c'est comme beaucoup de choses. Oui. Aujourd'hui, on voit que voyez, l'accès aux services publics recule, et l'accès même à l'éducation, eh bien, elle recule. Voilà. Et donc, ils sont dans un mouvement. Il y a les examens, donc évidemment, ce mouvement continue, et il y a des... maintenant, il y a bien des moyens. Il y a effectivement bien des moyens à ce que les examens puissent se passer sans que ça soit organisé comme cela en force contre les mobilisations. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème le déplacement de Jérusalem, l'ambassade américaine à Jérusalem. Est-ce que c'est, d'après vous, ce problème-là c'est évolue uniquement en rapport avec les Américains ou ça enchaînerait avec certains alliés forces de la Russie et de la Chine? Je ne sais pas ce que ça peut devenir. Ce qui est sûr, c'est que évidemment, l'oppression des Palestiniens, ce n'est pas l'ambassade américaine à Israël. L'oppression des Palestiniens, elle passe par la spoliation de leurs terres, par la colonisation de la Cisjordanie, elle passe par cet enfermement dans la bande de Gaza. Mais c'est vrai que ce déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, ça a été une provocation, une façon de dire aux Palestiniens, eh bien si vous aviez encore l'espoir qu'un jour un État palestinien puisse se créer, eh bien, vous n'avez rien compris. Parce que nous, on ne vous lâchera rien. Parce que, et nous, on est prêts à piétiner, y compris toutes les résolutions de l'ONU. Toutes les résolutions de l'ONU, voilà. Alors, effectivement, ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre. Parce que Israël, l'État israélien est son allié. C'est vraiment sa tête de pont, finalement, dans la région. Et pour l'instant, c'est les États-Unis qui ont cette place de choix-là. Et je sais bien que la Russie, peut-être la Chine ont des tentations aussi, mais le Japon peut-être aussi, pour avoir aussi leur réseau, pour constituer leur réseau d'influence. Ce qu'il y a, c'est qu'ils partent avec pas mal de retard, parce que ceux qui sont bel et bien positionnés, c'est quand même cette première puissance que sont les États-Unis. Donc historiquement, il y a des liens puissants entre Israël et les États-Unis. Donc il n'y a pas de raison que les États-Unis laissent leur place de ce point de vue-là. Voilà. Mais oui, je crois que le Moyen-Orient, c'est vraiment le panier de crabes. On le voit avec la Syrie où la Russie essaye d'ancrer sa présence au Moyen-Orient en tissant une alliance forte avec le régime. Et de fait, c'est vrai que c'est la Russie, par son intervention militaire, qui a finalement le plus œuvré contre Daesh. Et ça, les autres puissances impérialistes sont bien obligées de le constater. D'ailleurs, en fait, ils les ont laissés faire.
parce qu'on a vu, y compris dans ces conflits, que les Américains ou que les Français pouvaient dénoncer un certain nombre d'interventions militaires, un certain nombre de bombardements militaires russes, mais ils les ont laissés faire. Ils les ont laissés faire. Et finalement, ils faisaient le sale boulot à leur place et ça les arrangeait bien. Hein, et tous ces gens-là se mettront autour d'une table et ils essaieront une fois de plus de se partager le gâteau, comme ils l'ont fait quand il s'est agi de se partager l'Afrique et de tracer sur une carte les traits délimitant les influences de chacun. C'est le cœur même de l'impérialisme qui est consubstantiel au capitalisme. Je l'ai dit, le capitalisme, c'est la guerre entre les capitalistes. C'est les rivalités permanentes, c'est la concurrence permanente. Et c'est effectivement la concurrence permanente pour les marchés à l'échelle du monde. Donc on est confronté sans cesse à ces rivalités qui peuvent déboucher, oui, et qui débouchent régulièrement sur des guerres. Parmi ce que nous avons entendu dans notre session, la question sur la politique de Macron, le président Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous évaluez la politique de Macron? Pour l'international? L'international, puis à l'intérieur de la France. À l'intérieur, c'est très clair, Macron a une politique anti-ouvrière. Voilà, il est le digne successeur de Hollande et de Sarkozy. Il a multiplié les attaques contre les travailleurs, et là il en projette d'autres, et il est d'un mépris et d'un cynisme contre les pauvres qui n'a pas de limite. Donc c'est très clair, il fait la politique de la bourgeoisie française contre les travailleurs, contre les exploités et contre les plus pauvres. Et à l'échelle internationale, c'est la même chose. Sauf que l'impérialisme français, c'est un petit impérialisme parmi les grands. Et quand il arrive à s'inviter autour de la table, de toute façon, c'est pour ramasser les miettes, mais pas les grands morceaux, puisque de toute façon, il n'est pas en mesure de contester les grands morceaux aux grandes puissances que sont les États-Unis ou la Russie, par exemple. Voilà. Donc, mais c'est un impérialisme qui est actif dans ses anciennes colonies, en Afrique, qui est actif parce que justement, il a quand même des réseaux historiquement, il ne veut pas les lâcher. Donc, dans toutes ces négociations et dans toutes ces affaires-là, pourquoi la France s'est-elle sentie obligée de bombarder la Syrie quand les États-Unis ont décidé de le faire? C'était une façon de gagner sa place à la table des négociations et d'être là quand à nouveau les affaires repartiront dans la région. Je voulais savoir pour les immigrants, parce que cette semaine, les immigrants au pont de millénaire risquent de partir cette semaine. Je voulais avoir un peu votre point de vue, un peu de savoir qu'est-ce qui risque de se passer. De toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque expulsion de camps de migrants, il n'y a pas de solution derrière. Parce que la réalité, c'est que la France ne veut pas accueillir ces femmes et ces hommes. J'ai observé en Italie ce pouvoir réactionnaire qui se met en place, projette d'expulser 500 000 migrants. 500 000 migrants. La France, on n'a pas à les expulser, les 500 000 migrants. Parce qu'on les a déjà empêchés de mettre le pied en France. Mais c'est aussi cynique. C'est aussi... Mais il n'y aura pas de solution dans la mesure où les migrants sont traités comme des pestiférés en France. Et c'est criminel, je l'ai dit dans mon allocution. Ils vont aller où? Eh bien oui, où vont-ils aller? Parce qu'Anne Hidalgo est passé. En réalité, ils créeront de nouveaux camps. Alors si ce n'est pas à Calais, eh bien, ils s'installeront au bord d'un canal ou au bord d'une autoroute ou dans un champ encore plus... voilà, dans une situation... voilà, mais ils vont de situation catastrophique en situation catastrophique et ça fait partie des grands drames et des situations qui nous révoltent, comme je l'ai beaucoup développé dans mon allocution. Voilà. Vous n'étiez pas là au moment de la... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, il est 24. C'est encore à septembre? Il est 24, 2-3 minutes. On va continuer, moi je vais clôturer pour savoir un peu, parce qu'ils ont manifesté les hôpitaux, un peu les réactions, de près, parce qu'ils ont tous manifesté. Les hôpitaux étaient présents dans les manifestations, j'espère qu'ils le seront. Interviewé d'ailleurs.
J'espère qu'ils seront nombreux effectivement dans la manifestation de demain, parce que ce qu'on voit, c'est que les hôpitaux craquent littéralement. Oui, oui, c'est ça donc qu'ils m'ont j'espère dit. qu'ils mettront en avant effectivement aussi ce qu'on entend demain. J'espère qu'ils seront Demain nombreux. et samedi. Voilà. Donc quand on parlait de la personnage de politique, qu'est-ce que vous en pensez sur Madame Marine Le Pen? Marine. En France, la crise et le chômage qui s'ancre depuis des années et des années, et puis aussi le passage de la gauche au gouvernement qui a désespéré le monde ouvrier, a fait le lit de tous les démagogues. Et Marine Le Pen est la première de ces démagogues, parce que tout ce qu'elle fait au niveau politique, c'est d'essayer d'opposer des pauvres à plus pauvres, et d'essayer d'expliquer aux travailleurs et aux exploités et aux chômeurs d'ici que les responsables de leur situation, ce sont d'autres chômeurs, d'autres travailleurs et d'autres exploités venant des autres pays. Donc pour nous, effectivement, ça fait partie des combats importants que nous avons à combattre. Ça fait partie du recul de la politisation, de l'écœurement et du déboussolement dont le monde du travail souffre. Et nous avons à opposer à la politique de Le Pen une politique de classe sociale. Nous insistons et nous œuvrons pour développer la conscience de classe parmi les travailleurs. C'est vraiment le cœur même de notre politique. Et toutes nos interventions, elles sont subordonnées à ça. Faire que les travailleurs soient conscients de la lutte de classe qui se mène contre eux et qu'ils prennent conscience aussi de leur capacité à répondre, à riposter collectivement au travers de luttes sociales d'envergure. Ça vous va? Ok, Ouais. c'est fini. Super. Merci. Merci, madame.